un week-end entier, ton chiffre d'abonnés monte comme si c'était une photo que tu avais des likes qui montaient, tu vois. Vraiment, ton cerveau a tellement de dopamine que tu te déconnectes un peu, tu as l'impression d'être shooté et tu n'arrives pas à déconnecter de ton téléphone parce que c'est tellement puissant que tu en deviens un peu limite accro. Un de mes rôles principaux, j'appelais des chargés de cap de ministres, je sais même pas trop ce que je foutais au téléphone avec eux. Enfin, on se retrouve en fait avec une soirée où je sais pas, il y a Norman et à côté il y a Oussama Hamar. Les gens te voient pas du tout de la même manière quand tu as des abonnés sur les réseaux, c'est juste hallucinant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui nous interviewons Sixtine. Sixtine c'est un phénomène, elle a seulement 21 ans et elle est cofondatrice du plus gros média de débat pour les jeunes, Le Crayon. Elle est également cofondatrice du Surligneur qui est une agence de relations de presse. Aujourd'hui, Sixtine est aussi connue pour ses conseils sur l'intelligence sociale qu'elle partage sur ses différents réseaux sociaux et notamment sur Instagram où elle comptabilise plus de 100 000 abonnés. Aujourd'hui, ses différents business génèrent quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel alors qu'elle a commencé il y a seulement 2 ans. Comme toujours, vous aurez un guide écrit détaillé qui vous aidera à vous créer une communauté. Il est téléchargeable sur notre site internet esprientrepreneur.fr. Sixtine Moulet-Berthaud, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. J'ai 21 ans. Moi, j'ai toujours vécu à Paris depuis que je suis petite et un jour, j'ai déménagé en Suisse pour ma 3e et c'est vrai que fin terminale, j'ai eu l'idée de monter Le Crayon parce que j'adore la politique et les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler à l'école, c'était mes profs parce que les gens de mon âge ne s'y intéressaient pas du tout, encore moins dans un lycée français étranger. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage, il faut créer un média qui parle aux jeunes. J'en avais parlé à mon frère Valran qui est un passionné de débat et qui fait l'entrepreneuriat depuis très longtemps. Et après, donc on s'est dit, allez, faisons un média de débat neutre politiquement pour les jeunes. Puis il y a Jules et Antonin qui sont arrivés, donc on a monté Le Crayon. Et aujourd'hui, on est le premier média de débat des jeunes. Donc en fait, on fait des énormes débats ou interviews politiques ou sociétés où en fait on réunit des gens d'univers complètement différents qu'on fait débattre, généralement de bords politiques ou d'idéologies très différentes. Et on les fait asseoir autour d'une table, ils débattent ou ils discutent. Et le but, c'est que la personne qui regarde le débat puisse se faire une idée au travers des propos, des explications qui sont données. J'étais en fin terminale que j'ai eu l'idée de monter Le Crayon. J'ai quand même fait des études à côté en parallèle de communication marketing digital parce que ma mère m'y avait un petit peu obligée, évidemment. Et je ne peux pas lui en vouloir parce que forcément, aujourd'hui, il y a encore ce côté dans la mentalité des gens que si tu ne fais pas d'études, tu ne pourras pas réussir dans la vie. Enfin, en tout cas, que ça t'aide à avoir plus de chances pour réussir. Donc j'en ai fait en parallèle. Après, j'avais beaucoup de périodes de stage qui ont permis que je pouvais faire mes périodes de stage dans Le Crayon, parce que du coup, c'était ma boîte, donc je faisais un peu ce que je voulais vis-à-vis de l'école. Et donc je suis aujourd'hui à plein temps sur Le Crayon depuis janvier dernier. Mais j'apprends beaucoup plus. J'ai beaucoup plus appris mes taux en 3 mois à plein temps sur Le Crayon qu'en 3 ans avec mon école. Ça, c'est clair et net. Le Crayon, tu l'as créé quand exactement ? Très peu de gens qui le savent. À l'époque, on était une application où on écrivait des articles écrits, où on avait toujours ce côté neutre politiquement, neutre politique, et on recevait, il y avait tous les bords qui étaient représentés, mais c'était plus des éditorialistes qui écrivaient des articles. En fait, on a réalisé que forcément, le côté écrit aujourd'hui dans un monde digital, ça ne marche pas. Donc en fait, on a commencé réellement à faire des vraies vidéos et des gros débats depuis janvier, il y a 2 ans et demi, juste avant le Covid. Donc il y avait mes 3 associés, donc Jules, Valran et Antonin. Peut-être retracer aussi l'histoire, l'évolution plutôt du Crayon et aussi ton rôle à l'intérieur. Alors à la base, c'est vrai qu'on a tous un peu fait tous les rôles qui existent aujourd'hui dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a commencé, on écrivait des articles, puis après on a fait du montage. Moi, pendant longtemps, je me suis occupée d'appeler les invités pour les recevoir pour le média. C'était un de mes rôles principaux où je retrouve au téléphone avec des chargés de cap de ministres. Je sais même pas trop ce que je foutais au téléphone avec eux. Enfin, c'est vraiment, t'es en roue libre, tu t'enchaînes les calls et t'es hyper stressé. En fait, juste, t'as pas le choix de le faire. Donc pendant très longtemps, je m'occupais de ça. Après, j'ai commencé à devenir la directrice commerciale, donc à plutôt faire du commercial à fond parce que je me suis retrouvée être assez douée dans l'humain, dans le relationnel avec les gens, donc ça m'a vachement aidée pour faire du business, évidemment. Et donc en fait, on a un peu chacun fait tous les différents pôles de la boîte jusqu'à aujourd'hui, évidemment avec les autres business units du Crayon, donc le Surligneur et le Pinceau. Aujourd'hui, on a chacun réussi à trouver notre place avec mes 3 associés, où enfin on a trouvé notre bon équilibre. Mais on a mis longtemps à le trouver parce qu'au début, il fallait qu'on comble les trous, qu'on touche un peu à tout pour savoir où est-ce qu'on est vraiment bon ou pas. Mais ça a mis du temps. Puis aujourd'hui, depuis quelques mois, on a développé donc, le Surligneur et le Pinceau. Notre agence de relations presse, développement du personal branding et le Pinceau que Jules gère, qui est notre agence de stratégie d'influence, campagne d'influence et production audiovisuelle. Mais on a mis du temps au début, on touchait un peu à tout, quoi, parce que tu sais pas trop, t'as pas le choix, surtout quand c'est ta boîte, tu dois combler tous les trous. Et c'était quoi ton business model au début ?
À l'époque, on n'en avait pas. On avait juste dû investir dans le matériel. Donc en soi, on n'avait pas tant d'argent qu'on avait dû investir dès le départ. Parce que de toute façon, on tourne toujours dans les mêmes locaux qu'on a depuis le début, qui sont à nous, qu'on n'a jamais dû acheter ou louer. Et en fait, très rapidement, on a eu un énorme contrat qui nous a permis de pouvoir avoir des petits stagiaires après, etc., de production audiovisuelle. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à faire des contrats de production au début principalement. Et après, petit à petit, en fait, c'est en développant des compétences qu'on a commencé à se dire, tiens, on peut peut-être les mettre au service de nos clients. Donc en fait, c'est fait vraiment petit à petit. On n'a pas du tout commencé en se disant, tiens, on va faire tel business. Pas du tout. Enfin, là-bas, on était vraiment un média. Et après, on s'est dit, mais en fait, on peut totalement faire de l'argent avec, du coup. Donc voilà. Mais justement, comment est-ce que tu as fait pour commencer à monétiser en fait? Quand on avait des demandes de j'ai vu que vous savez faire des vidéos, est-ce que vous savez faire ça, 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 en fait on était en mode oui, alors qu'en fait on ne savait pas du tout le faire et donc on le faisait et en fait ça rendait bien, on travaillait bien et donc en fait de fil en aiguille on commence à développer petit à petit des offres commerciales mais on a mis très longtemps à vraiment bien les affiner, à vraiment bien se structurer là-dessus. Ouais. Quelles sont les choses dont tu es le plus fier d'un point de vue de tes accomplissements? Parle-nous un peu de chiffres concernant justement le crayon ou les différents médias. Abonnés aujourd'hui, toutes plateformes confondues, si tu comptes aussi les abonnés des fondateurs, on est dans 750 000 abonnés, je dirais, toutes plateformes confondues, et on fait des millions de vues par mois sur différents réseaux, donc en fait c'est dingue quand on y réfléchit depuis le peu de temps qu'on existe. Et aussi, même moi, à titre personnel, développer mon compte Instagram en 6 mois, j'ai atteint 5 000 abonnés, ça aussi je suis assez fière d'avoir réussi à faire ça parce qu'à la base je suis pas du tout, j'ai pas du tout pour projet de devenir créatrice de contenu. Je me rappelle le premier contrat que j'ai réussi à faire, je devais avoir 19 ans. Je me demande à quel moment à 19 ans je commence à vendre un contrat à plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'étais ok, d'accord. On avait pour objectif de faire le million. On n'arrivera peut-être pas à faire le million, mais peut-être à genre 20% de moins que le million, un truc comme ça, je pense. Et aussi un autre accomplissement peut-être que tu peux peut-être nous expliquer, c'est l'accomplissement du réseau. Ça c'est l'une de nos plus grosses forces, le réseau. Parce qu'en fait, comme on est 4 associés, tous très différents, tous avec des idéologies politiques ou même de business très différentes, on est devenus très proches de gens, donc très différents. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un réseau énorme de journalistes ou d'influenceurs ou d'entrepreneurs ou d'artistes, qu'importe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, quand on organise des événements ou quand on va à des événements, on se retrouve en fait, avec une soirée où, je sais pas, il y a Norman, et à côté, il y a Oussama Hamar, et en fait, on s'entend hyper bien, on est potes avec les deux, et en fait, ça n'a juste aucun sens parce que les deux sont des énormes profils, chacun dans leur domaine. Enfin, nous, aujourd'hui, ça nous paraît entre guillemets normal, mais en même temps, parce qu'on a mis tellement de temps à construire tout ça, et donc forcément, c'est ça qui a fait qu'on a un gros réseau aujourd'hui, parce qu'on n'est pas du tout en train d'essayer de profiter des gens. Au contraire, on est là pour aider les gens et s'entraider. Et ça, les gens le comprennent et le voient bien. Ça crée des liens en fait assez vite. Ce que je te propose, c'est peut-être que tu puisses nous parler des faits marquants que tu as eu justement durant ton ascension. Échec, mais qui en même temps a été l'une de nos plus grosses forces, c'est notre premier gros débat avec Julien Rochdier et My Better Self, parce que la qualité de vidéo c'était une catastrophe, c'est-à-dire qu'à l'époque on ne savait pas du tout faire des vidéos, le truc était dégueu, la lumière, il n'y avait rien qui allait, et pourtant ça fait quasiment le million de vues sur YouTube cette vidéo, ça n'avait aucun sens, et donc ça c'était un échec, parce que du coup après on a vraiment bien retenu, parce que ça a fait tellement de vues qu'on a bien retenu qu'il fallait vraiment qu'on s'améliore à côté prod, même si on le savait déjà à l'époque, ça nous a poussé à le faire encore plus vite. Sinon échec, oui, il y a des contrats parfois qu'on avait au tout début pas forcément réussi à délivrer à temps ou de la bonne manière que le client le voulait, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2-3 ans, mais en fait ça t'apprend quand même après à être beaucoup plus rigoureux, à beaucoup plus pouvoir déléguer aussi, parce qu'on avait quand même ce mal au début de déléguer aux équipes ou même entre nous, on avait l'impression que si on le déléguait ça allait être mal fait. Donc on a dû apprendre aussi à manager l'équipe, à manager nous-mêmes, nous manager en fait, parce qu'on ne savait pas forcément le faire, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais déléguer c'est hyper dur en fait, et faire confiance à ton équipe. Au tout début, quand tu ne connais pas très bien les gens ou que tu n'as jamais vraiment fait ça, ça te prend du temps. Et ça, c'était aussi des petits trucs qui ont fait qu'aujourd'hui, on a retenu des bonnes leçons de tout ça, en fait. Parce que quand est-ce que tu as ressenti le besoin de prendre une 5e personne dans l'équipe? Au tout début, c'était quand on écrivait des articles, on n'avait pas le choix d'avoir d'autres gens pour qu'il y ait beaucoup plus d'articles. Après, très rapidement, ça s'est rempli. Au début, il y avait un peu des bénévoles ou des stagiaires, mais une vraie équipe avec des vrais salariés, ça doit faire 1 an et demi maintenant qu'on en a. Et ils sont arrivés dans une grosse vague parce qu'on en a recruté plusieurs en même temps. Il y en a toujours qui sont là, dont Mathilde qui gère toute la production aujourd'hui, qui est là depuis maintenant 1 an et demi. Et donc on arrive quand même à avoir des soldats hyper fidèles et qui travaillent hyper bien, qui sont vraiment les mêmes valeurs que nous, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Comment, à un moment, quand tu as un échec, tu te dis il faut que je rebondisse en bien C'est l'avantage d'avoir des associés. C'est que quand tu as un échec, tu sais que tu peux demander un conseil à l'autre, ou tu peux t'appuyer sur l'autre pour rebondir. Jamais être seul, que ce soit même pour le côté travail, et même pas que pour le côté professionnel, aussi pour le côté santé mentale. Parce que des moments, tu vas vouloir arrêter, des moments, tu vas te dire ouais, en fait, ça ne vaut pas le coup, tout ce que je fais, je pourrais le mettre ailleurs comme boulot.
Quand tu as des associés, justement, quand tu as des moments de down, l'autre te tient vers le haut et te rassure, et inversement. Maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le détail de tes entreprises, donc à savoir le crayon, le surligneur, le pinceau, etc. Alors le surligneur, c'est développement du personal branding et relations presse. Et le pinceau, c'est stratégie d'influence, campagne d'influence et création de contenu. Et le crayon, c'est la partie média où on fait du brand content et du sponsoring via les réseaux ou via YouTube. Moi, je m'occupe du surligneur. Jules s'occupe du pinceau. Et Antonin s'occupe du crayon. Valran, il s'occupe des projets annexes comme la Founders Night ou l'application Elise, on a été associé aussi à ça. La norme application, c'était le Tinder de la présidentielle. Donc Valran, c'est plus les projets annexes, les projets de demain. Et nous, on s'occupe plutôt du aujourd'hui, si on peut le formuler comme ça. Pourquoi ces différents projets ont vu le jour ? Quel est leur business model? Comment est-ce qu'ils sont monétisés, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors à la base, on avait donc le crayon, donc le média. Ça, on le monétise avec du brand content ou des ads, enfin de la publicité ou des partenariats où on met en avant des entités à travers des vidéos, etc. On avait fait un partenariat par exemple avec le ministère de la Justice où ils voulaient mettre en avant les centres de TIG, donc de travaux d'intérêt général. On a fait une vidéo où on s'est rendu dans un centre de TIG, on a présenté le concept, etc. qu'on a publié ensuite sur YouTube et les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu un partenariat de entre guillemets publicité où tu mets en avant une entité ou une marque au travers de notre propre marque à nous et de notre propre crédibilité et visibilité. On n'accepte pas du tout tous les partenariats, on n'en a pas accepté énormément parce qu'il faut évidemment que ça matche avec la ligne éditoriale. Le but n'est pas de détruire notre audience, nous on veut mettre en avant des projets auxquels on croit aussi, qui sont assimilés avec nos valeurs. Donc quand on fait des partenariats, c'est lié souvent avec ce qu'on fait ou notre ligne éditoriale. Ok, donc le crayon va vivre de partenariats principalement. Ouais. Après, on a mis publiquement plus d'abord en avant le surligneur parce que on a réalisé nous-mêmes en développant nos propres personal branding la valeur ajoutée que ça apporte, que ce soit en crédibilité, visibilité ou même en leads commerciaux qui était juste énorme. Les gens ne te voient pas du tout de la même manière quand tu as des abonnés sur les réseaux, c'est juste hallucinant. Nous, on n'est pas du tout matrixés par ça, mais quand tu vois dans la tête des gens, quand tu leur parles de tes abonnés, toi, tu leur parles comme si tu allais acheter du pain, tu vois, et eux, ils te regardent d'un coup avec pas du tout la même tête. Et là, on s'est dit, ok, c'est quand même impressionnant la valeur que ça ajoute. Donc on s'est dit qu'on allait lancer une offre de développement du personal branding parce qu'on l'a fait pour nous et qu'on se rend bien compte que la plupart des entrepreneurs ou même d'autres profils en fait, voient ça comme une finalité de le développer au dernier moment, alors qu'en fait ça t'aide énormément pour arriver là où tu veux arriver avec ton business ou qu'importe ce que tu fais. Et également de la relation presse parce qu'on s'est fait un énorme réseau de journalistes via le crayon. Et on s'est dit on se rend bien compte que la relation presse, ça enlève une tellement grosse douleur à des gens parce que être mis en avant dans les médias, ça apporte une tellement grosse crédibilité et ça apporte même quasiment que du positif à chaque fois, sauf parfois si tu peux avoir des petits bad buzz, mais c'est assez rare si c'est bien fait. Et nous, on a un fonctionnement qui est très héroïste parce qu'on vise quand même principalement les entrepreneurs, où on a un fonctionnement au résultat. On est payé par parution presse, là où toutes les agences de presse, tu ne fonctionnes pas du tout comme ça. Les agences de presse, tu payes un fixe hyper cher tous les mois et tu n'as même pas de garantie de retombée. Moi, je trouvais ce système zéro héroïste pour un entrepreneur. À quel moment tu peux accepter de payer aussi cher et d'avoir même pas de garantie? Donc nous, on a fait un système où évidemment, on a beaucoup plus de travail pour nous parce qu'on dépend de nos résultats pour être payé. Mais en fait, on préférait largement ce système qui est beaucoup plus juste pour les clients avec lesquels on travaille. Ok, donc le surligneur va vivre avec les prestations de relations de presse principalement et le pinceau. Donc, campagne d'influence, on met en relation des influenceurs avec des marques ou on crée des énormes stratégies digitales créatives et parfois on crée du contenu avec tout le matériel qu'on a et toute la prod qu'on sait faire. En fait, le pinceau, les services du pinceau, on les faisait déjà depuis quelques années avec le côté production audiovisuelle, faire des publicités pour des partenaires ou alors faire des campagnes d'influence, etc. À l'époque, on l'appelait le crayon parce qu'on n'avait pas vraiment renommé cette business unit comme ça. Donc en fait, c'est une partie, on va dire, production vidéo, mais intégrée dans avec cette stratégie, exactement. Ok. Ouais. À présent, je te propose d'entrer dans une partie un peu plus technique de cette interview. En fait, tu accompagnes tes clients dans leur personal branding. Quelles seraient aujourd'hui les principales étapes à mettre en place pour un chef d'entreprise afin que celui-ci améliore son personal branding ou alors sa marque? Qu'importe le réseau social, pour que tu arrives à développer un bon personal branding qui marche, il faut que tu apportes de la valeur aux gens, qu'importe la valeur. Ça peut être du divertissement, ça peut être tu leur apprends un conseil sur X ou Y chose, des retours d'expérience. C'est toujours apporter de la valeur à la personne qui est en train de lire ou d'écouter ce que tu dis. Typiquement sur LinkedIn, et ça c'est pareil pour TikTok et Insta, il faut que tu aies une stratégie de avoir un fil conducteur, ce qui fait que tous les posts que tu écriras auront toujours un rapport avec ta ligne directrice, ce qui fait que entre le post de 2 jours avant et le post de 2 jours après et d'aujourd'hui, il y aura quand même un
un lien même si c'est pas exactement le même sujet. Parce que si tu commences à parler de mode et qu'en fait juste après tu parles d'un truc qui n'a rien à voir avec la mode, au bout d'un moment tu n'arriveras pas à fédérer une communauté qui va avoir les mêmes valeurs et les mêmes bases de manière de fonctionner. Et donc en fait ça marchera pas très bien. Parlons un peu de format. Quel format pour quelle plateforme? LinkedIn, forcément des textes écrits avec une petite photo, ça fait toujours plaisir. Jamais trop long, il faudrait que ça fasse en gros 1500 caractères à peu près. Et puis pour TikTok et Insta, des réels, des vidéos, des petites vidéos de 1 minute ou 1 minute 30 max. Le pire truc à faire, c'est de publier une vidéo ou un post LinkedIn par semaine parce qu'en fait ça te tue encore plus ton reach parce que du coup la plateforme comprend que tu postes mais ne te mettra jamais assez en avant parce que se dit cette personne poste mais pas assez pour que je mette elle en avant, donc je vais mettre en avant quelqu'un qui poste plus. L'idéal c'est d'en publier une par jour. Évidemment plus tu publies mieux c'est parce que plus tu as des chances qu'il y en ait une qui explose. Pareil pour LinkedIn, plus tu publies mieux c'est. Au début je me disais je poste, tant que la vidéo passe je le poste. Aujourd'hui si une vidéo elle est pas assez bien parce que je l'ai faite en 5 minutes et parce que j'avais pas le temps de le faire, je me dis c'est pas grave, je la publie pas. Parce que j'ai assez d'abonnés, de crédibilité pour me dire je vais pas commencer à bombarder mon audience avec une vidéo qui est pas dingue alors qu'ils attendent mieux de moi. Donc ça dépend où vous en êtes dans votre processus de est-ce que c'est bon, vous avez une assez bonne base d'abonnés, de gens qui sont assez fidélisés à vous pour justement prendre ce recul de se dire ok 4-5 par semaine qui sont très bien, mieux que 7 qui en fait il y en a une ou deux qui sont pas bien. TikTok c'est un peu différent. TikTok c'est très aléatoire. Tu publies, t'en as une qui va exploser au pif et ils font exprès de pas faire un truc bien régulier pour pousser les gens à publier. Là où en tout cas Instagram c'est la régularité qui paye et LinkedIn aussi en fait. Toi, quand tu accompagnes tes clients justement pour mettre en place du personal branding chez eux, par quelles étapes tu passes? J'établis toute une stratégie en fonction du réseau social ou en tout cas de la mission qu'on va faire pour eux, ou pendant un call de 1 heure où je pose plein de questions. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai plein d'informations, plein de données. Et après, si c'est pour LinkedIn, en fait, j'ai de quoi faire une strat et d'écrire des posts LinkedIn, en tout cas jusqu'à un certain temps, ou après, au pire, je referai un call avec la personne. Si c'est pour TikTok et Insta, j'aurai assez d'informations pour leur faire une stratégie et proposer des idées de format qu'ils devraient mettre en place sur les réseaux. C'est assez rapide en fait, ça ne prend pas des mois ou des semaines à mettre en place, justement, c'est pour ça que ça vaut le coup de proposer ce service-là, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Mais maintenant, dans l'opérationnel, on va dire, comment ça se passe? Moi, je suis accompagnée de 2 merveilleuses femmes qui s'appellent Eugénie et Cynthia qui travaillent avec moi. Généralement, moi, je m'occupe toujours du côté commercial, de faire les calls avec les clients, de présenter la boîte, etc., d'expliquer tout ce qu'on fait aux clients. Continuer la suite. Souvent, la stratégie, c'est moi qui la fais. Mais en tout cas, le côté prendre des informations de données, de call, etc., c'est plus les filles qui le font. Parfois, comme il y a des côtés prod, qui est quand même très lié aux médias, parce que la prod fait partie plus du média, c'est l'équipe média qui gère. Donc parfois, il y a des connexions entre le pinceau et le client. Du coup, d'un point de vue juridique, comment est-ce que toutes ces structures s'organisent? D'un point de vue juridique, aujourd'hui, on est toujours une société SAS, Le Crayon, et on a toujours une seule et même entité qui reste Le Crayon avec le surligneur et le pinceau dedans. Mais un jour, on va faire une holding où on mettra Le Crayon et le surligneur et le pinceau à côté. Mais, parce qu'on aura pour but de développer encore plus la boîte. Mais aujourd'hui, tout est dans la même entité, Le Crayon. On est une quinzaine à peu près. Tu as combien de personnes dans chacun des pôles? Nous, au surligneur, on est 3 ou 3,5 cas. Parfois, il y en a une qui vient un peu avec nous. Le pinceau, ils sont 3. Et le média, c'est celui qui est le plus gros pôle. Ils sont 9 ou 8 ou un truc comme ça. Ok. Et ça, après combien de temps de développement? Côté business, ça fait 1 an et demi, 2 ans, même pas. Et côté média, 2 ans et demi, 3 ans. Tu nous as dit en off tout à l'heure que les 4 cofondateurs dans l'entreprise ont également développé leurs réseaux sociaux, donc leur compte Instagram privé, etc. etc. Est-ce que tu peux nous dire du coup pourquoi? Parce qu'on a réalisé que développer son personal branding, vu le peu de temps que ça prend comparé à ce que ça apporte, ça vaut largement le coup. On voulait nous-mêmes le tester pour pouvoir voir si on pouvait le proposer après à nos clients. Et on s'est rendu compte que ça apporte énormément. Les gens ne te voient pas du tout de la même manière, tu es beaucoup plus convié, invité, même pour passer dans les médias aussi. Et donc en fait, on a voulu développer chacun sur un domaine différent qui nous ressemble assez. Jules sur tout ce qui est recommandations culturelles, parce que Jules est un vrai intello hyper cultivé qui adore lire. Antonin un peu sur cette fibre artistique, donc en fait plus lié avec les côtés artistes, musique, etc. Valran passionné d'entrepreneuriat, donc forcément sur l'entrepreneuriat et le business. Et moi sur l'intelligence sociale, j'ai toujours fonctionné à l'humain depuis que je suis petite. Donc je me suis dit, moi il y avait des choses qui me paraissaient évidentes, qui ne le sont pas beaucoup pour tout le monde, autant les mettre en avant dans des vidéos sur les réseaux. Et ça te prend combien de temps, on va dire, de travail de développer ton compte à toi? Aujourd'hui, ça me prend 30-45 minutes par jour max. Mais du coup, c'est toi qui t'occupes de tout, de l'écriture à la publication? Ouais, mais j'écris pas, hein. J'improvise complètement. Enfin, j'ai le sujet et je suis en roue libre devant la caméra. Ok, donc tu as peut-être une liste à points avec tes mots-clés et... Même pas forcément. Juste j'ai le sujet, je sais du coup comment je vais à peu près le traiter et donc j'improvise devant la caméra. D'accord. Et ça a été facile justement d'avoir cette aisance devant une caméra? Oui, au début,
La première vidéo que tu fais, t'es un peu stressé de toi, tu vois que tes défauts ressortir de physique et du coup, t'as l'impression que tout le monde va les voir, alors en fait, pas du tout. C'est quoi le moment où tu te dis que tu fais la vidéo, genre tu sors le téléphone et puis hop? Généralement, c'est ma dernière priorité de la journée. Je mets quand même plus en priorité le crayon et ma boîte. Donc c'est le soir, quand il me reste un peu de temps, je le fais. Et donc parfois, il y a des jours où je ne publie pas parce que j'ai pas le temps de le faire. Pas parce que j'ai pas d'idée, mais parce que j'ai pas le temps. Donc là, du coup, il y a quand même énormément de taf que tu as à faire dans une journée. Toi, c'est quoi ta journée type et comment est-ce que tu fais pour réussir à faire tout ce travail? La plupart du temps, mes journées, je les passe en call, parce que du coup, mon job principal, il reste quand même d'être commercial. Sinon, après, oui, je m'occupe de gérer mon équipe et de réussir à régler les petits problèmes qu'il y a s'il y en a, ou des événements, ou des interviews quand on en fait pour le crayon, ou d'autres interviews à côté. Mais sinon, après, je m'occupe aussi de mon personal branding, donc écrire mes posts LinkedIn ou développer mon compte Instagram et TikTok. Alors du coup, Sixtine, maintenant on va passer justement sur cette partie qui est vraiment liée à l'intelligence sociale. Ouais. Donc est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi l'intelligence sociale? L'intelligence sociale, c'est le fait de fonctionner à l'humain et avec ton côté plus émotionnel que rationnel. C'est-à-dire que être drivé par tes émotions. C'est-à-dire que les décisions que tu prends, les réflexions que tu as sont basées sur tes émotions et sur ton ressenti, plus que sur un côté rationnel, factuel, il y a eu A, donc en fait il faut faire B. Moi je suis il y a eu A, en fait je peux même te faire Y parce que mes émotions vont me dicter de faire Y. Ça t'est venu d'où justement ce côté émotionnel que tu développes aujourd'hui? C'est lié complètement à un traumatisme d'enfance qui était la séparation de mes parents. À l'époque, j'étais pas du tout, j'étais un petit monstre hyper rationnel et en fait, ça m'a tellement brisée que je suis devenue à l'inverse complètement émotionnelle. Je suis devenue empathique pour tout, je pleurais pour tout, je comprenais même les gens pleuraient, je pleurais devant eux, enfin je pleurais avec eux. Aujourd'hui, c'est devenu ma plus grande force parce que ça m'a renforcée et je sais que qu'importe les épreuves, je m'en remettrai parce que moi je suis une grande optimiste et une grande... J'adore vraiment me battre pour aller le plus loin possible et donc qu'importe les épreuves. Comment est-ce que tu as réussi à contrôler tes émotions? C'était grâce à ma première relation amoureuse. J'étais avec un homme génial qui lui est hyper rationnel. Donc en fait ça m'a appris un peu à tempérer ça et qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à beaucoup plus contrôler mes émotions parce qu'en fait, il a réussi à m'aider sur le crayon. Donc en fait, comme j'étais stable dans ma vie professionnelle et stable dans ma vie privée et stable de manière générale à tous les niveaux de ma vie, j'avais plus le temps de travailler là-dessus de manière un peu, je pense, inconsciente, qui fait qu'au fur et à mesure des années et des derniers mois, j'ai pu plus me renforcer, me construire là-dessus en fait. Comment est-ce que tu es arrivé avec l'intelligence du coup sociale, émotionnelle, à construire un peu justement tout ce réseau autour de toi? En fait, à la base, j'ai toujours énormément conseillé et écouté mes amis quand ils avaient besoin d'aide sur des relations personnelles, de boulot, en tout cas tout ce qui était lié à l'intelligence sociale. Et donc en fait, je leur donnais plein de conseils et au bout d'un moment, j'ai quand même réalisé que moi, il y a des choses qui me paraissaient évidentes, qui n'étaient pas du tout pour eux. J'ai dit ok, d'accord, ça m'avait déjà fait plusieurs réflexions, j'en ai énormément parlé avec mon frère Valran et en fait je me suis dit c'est fou, moi il y a beaucoup de choses qui me paraissent évidentes parce que je fonctionne comme ça qui ne le sont pas pour beaucoup de gens, donc au fait autant donner des petits conseils très basiques sur la surface parce qu'en plus d'une minute de conseils tu peux pas tellement développer, peut-être qu'un jour je développerai une chaîne YouTube, j'en parlerai en profondeur, mais donc je me suis dit en fait aborde juste les sujets avec des petits conseils, des petits retours d'expérience en une minute, ce qui fait que ça pourra déjà aider et éclairer beaucoup de gens qui peut-être vivent ça mais ne s'en rendent pas compte. Mais cette source d'inspiration-là, tu nous as dit tout à l'heure que c'était limite de l'instinct. Ouais. C'est-à-dire que en fait, j'en discute avec mon frère Valran, on se fait un point toutes les semaines, on parle et en fait entre nous, il me donne un point de vue masculin, moi un point de vue féminin, comment j'aurais réagi sur telle ou Y situation, lui inversement. Et en fait, on a une expression crayon on se boxe. En fait, on se boxe de paroles et en même pas 15 minutes, j'ai trouvé 7 idées de sujets pour la semaine parce qu'en fait, on en parle entre nous, on se dit tiens, ce serait intéressant de faire là-dessus, sur tel ou Y sujet, enfin sur tel sujet ou tel sujet. Et donc en fait, c'est comme ça que j'arrive à toujours me renouveler parce que moi, encore une fois, comme moi, il y a beaucoup de choses qui me paraissent évidentes, j'arrive pas forcément à pointer le doigt dessus, ça pourrait être intéressant de le développer dans une vidéo. Parfois, ça m'arrive de boire un verre avec une amie, on discute de sujets et je me dis attends, ça pourrait être un trop bon sujet et je note juste le truc et puis je sais que je pourrais faire une vidéo dessus. Parce que toi, ton évolution, elle a été comment? En fait, j'ai commencé réellement à publier mi-avril et en fait début juin, j'ai une vidéo qui a explosé. Et en fait, tu te connectes sur Insta et ça s'arrête jamais. Un week-end entier, ton chiffre d'abonnés monte comme si c'était une photo que tu avais des likes qui montaient, tu vois. Vraiment, ton cerveau a tellement de dopamine que tu te déconnectes un peu, tu as l'impression d'être shooté et tu n'arrives pas à déconnecter de ton téléphone parce que c'est tellement puissant que t'en deviens un peu limite accro. Après, ça restagne, ça reprend, mais en fait, c'est souvent par palier. Une vidéo qui pète, tu gagnes plein d'abonnés. Après, moi, j'avais gagné plein d'abonnés parce que j'avais déjà du contenu derrière, ce qui fait que les gens s'abonnaient parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'entretenir, ce réseau? Continuer à publier et à apporter de la valeur aux gens et surtout faire en sorte que les gens découvrent vraiment qui tu es pour voir s'ils s'attachent ou non à toi. Donc en fait, c'est que j'ai commencé à tester un peu en mettant plus ma vie privée en avant. Puis les gens en fait préfèrent parce qu'ils te découvrent d'une autre manière. Ils s'attachent ou non à toi, mais au moins ils te voient réellement comme t'es
je suis quand même quasiment la même personne. Je ne joue aucun rôle et au moins les gens le voient bien vu que je mets aussi en avant même ma vie privée. D'un point de vue, on va dire plus réseau humain, réseau personnel, comment est-ce que tu fais pour rencontrer des gens? Déjà, c'est tout con, mais quand tu es à un événement, il faut partir du principe que la plupart des gens qui sont là ont beaucoup de points communs avec toi parce que vous êtes liés, vous êtes à un même événement. Je ne te parle pas d'un festival, je te parle d'un événement un peu plus privé, même s'il y a beaucoup de personnes. Et en fait, il faut que tu saches que tu vas là-bas principalement pour rencontrer des gens. En fait, sinon, tu ne vas pas tellement à l'événement. En fait, il faut vraiment pas se prendre la tête, il ne faut pas être stressé. Il faut vraiment te dire qu'en fait, tu n'as rien à perdre et que tu n'en as rien à faire si ça se passe mal. Sinon, ça ne peut pas mal se passer, mais qu'en fait, tu n'as rien à perdre. Et souvent, les gens ont tellement peur du regard des autres, qu'ils n'osent pas aller voir d'autres gens et aborder la discussion ou discuter parce qu'ils ont trop peur de perdre quelque chose. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils n'ont rien à perdre. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, j'adorerais animer le débat du second tour de la présidentielle sur le crayon. Un peu la Léa Salamé, mais sur mon propre média. Incroyable, d'accord. J'adore le journalisme, j'adore la politique, donc voilà, animer le débat du second tour sur mon propre média, ce serait incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Comme d'habitude, vous allez retrouver un guide écrit à télécharger sur notre site internet. Il s'agit vraiment d'un guide technique avec les méthodologies énoncées pendant cette interview qui va vous aider à créer votre communauté sur les réseaux sociaux et à améliorer votre personal branding. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine édition d'Esprit Entrepreneur.